Pendant ce temps, un employé du gouvernement qui travaille pour le roi se voit entrer dans une crise financière. Veuf depuis peu et père de 5 enfants, 3 garçons et 2 filles, il achève difficilement leur éducation, malgré les bonnes leçons que lui et sa femme leur ont inculquées ensemble. La fille aînée est très belle et sur le point de se marier. Les jumeaux, grands et larges, aiment exhiber leurs beaux pectoraux et souhaitent devenir les meilleurs chevaliers. La dernière fille, plus sage que l'aînée, mais plus gourmande, aime manger des sucreries. Et enfin, le dernier des enfants, différent de la fratrie, est un humble garçon sourd qui aime lire des livres et explorer le monde. Il s'appelle Arthur. Son signe, c'est celui-ci. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa défunte mère, dont il a hérité la belle éducation littéraire et de belles manières. Le père d'Arthur, ayant obtenu le soutien important de la couronne afin d'annuler ses dettes, se rend au palais royal qu'il trouve hideux et triste, par tant de noirceur, et est terriblement effrayé par les gargouilles. Il frappe à la porte qui s'ouvre seule. Il trouve cela étrange, mais pénètre tout de même dans le hall où se trouvent les récompenses qui effaceront ses dettes. De précieux cadeaux désirés par ses enfants. Il prend de belles robes et de beaux bijoux pour gâter sa fille aînée. De nouvelles épées et armures pour les jumeaux. Et une grande pièce montée sucrée pour la petite gourmande. Ne trouvant pas ce qu'Arthur souhaite et aimerait, un livre, il cherche une solution. Il explore les lieux. Il trouve alors une bibliothèque, examine quelques rayons et finit par sélectionner un livre rare que son fils n'aurait jamais pu posséder. Soudain, il entend un grand bruit et voit venir à lui une horrible bête, prête à rugir. « Vous êtes bien ingrat, lui dit la bête d'une terrible voix. Mon père vous épargne la crise en vous recevant dans ma demeure, et vous me volez mes livres que je chéris plus que tout. Vous devez mourir pour réparer cette faute. Je ne vous donne qu'un quart d'heure pour demander pardon à Dieu. » Le père se jette à genoux et dit à la bête, en joignant les mains, « Édouard, mon seigneur, j'entends votre voix, mais où êtes-vous ? Pardonnez-moi, je croyais ne pas vous offenser en prenant un livre pour un de mes enfants qui me l'avait demandé. » La bête répond d'un ton plein de colère, « Je ne m'appelle point Édouard, ni mon seigneur, mais juste la bête. Je n'aime pas les compliments, moi. Je veux qu'on dise ce que l'on pense. Ne croyez pas me toucher avec vos flatteries. Mais vous dites que vous avez des enfants? Je veux bien vous pardonner, à condition que l'un d'eux vienne volontairement pour être à mon service dans cette demeure, à votre place. Ne me demandez pas pourquoi, et partez. » Le père jure de revenir. La bête lui dit qu'il peut partir quand il veut. Mais, ajoute-t-elle, je ne veux pas que tu t'en ailles les mains vides. Tu peux ramasser ce que tu as pris, y compris le livre. Puis il se retire. Le père quitte rapidement le manoir, non sans avoir préalablement laissé un message au roi en guise de remerciement et d'excuse.
Plus tard, le père arrive dans cette petite maison. Ses enfants se rassemblent autour de lui et reçoivent les présents offerts par le roi. Le père se met alors à pleurer en disant à son fils Arthur, « Prends ce beau livre qui coûtera bien cher à votre malheureux père. » Et il leur raconte aussitôt sa funeste aventure. À l'écoute de ce récit, la sœur et le frère poussent de hauts cris et déclarent qu'Arthur étant à l'origine de cette mésaventure, il doit s'y livrer. Qui plus est, la sœur aînée refuse parce qu'elle veut se marier avec un homme blond, musclé, fils d'un aristocrate qu'elle aime. Les jumeaux refusent à leur tour car ils préfèrent devenir chevaliers, aller à la guerre et s'entourer de belles demoiselles. La grande gourmande, elle, ne dit rien, puisqu'elle est occupée à manger. Arthur, quant à lui, déclare être volontaire pour se livrer à la bête, puisqu'il aime se dévouer à la charité, à l'aide d'autrui, même s'il est sourd. De plus, il souhaite épargner la vie de son papa, par amour. Contraint de garder le secret de ses préférences amoureuses, il part sans faire adieu à sa famille et chevauche jusqu'au château hanté. Son père, pour sa part, plonge dans la dépression de voir son fils qu'il chérit partir loin, sans un adieu. Le jeune homme se rend au château de la Bête, tout couvert de neige et assombri par des nuages gris et noirs. Il est un peu effrayé par cette ambiance froide et grise. Arthur aperçoit près du château 2 personnes, les fermiers, dont il s'approche sans savoir qui ils sont. Ces derniers lui disent d'accéder par l'entrée de service et lui donnent cette consigne importante. Ne pas avoir de contact avec le maître des lieux qui doit s'entretenir uniquement avec de jeunes demoiselles. Arthur prend bien en compte la consigne qui l'effraie quelque peu. Il passe par le petit jardin bien sombre et a du mal à trouver la porte de service. Quand il aperçoit enfin, il y pénètre et se rend par un minuscule escalier vers une chambre de bonne sous les toits. Il tombe sur une petite pièce avec un misérable lit recouvert d'un matelas usé, un petit coin intime dans un angle éclairé, à ce moment-là par la lune au travers d'une lucarne. Arthur passe sa première nuit sans être aperçu par le maître des lieux. Bien avant le lever du soleil, Arthur s'éveille. Il a peu dormi, il se sent mal en raison de l'éloignement de sa famille, mais il se lève vite et se prépare à effectuer son premier service pour le petit déjeuner. Il enfile des vêtements sombres et sobres, descend par le même escalier que la veille et se dirige vers les cuisines. Là, il est surpris de constater que le petit déjeuner est prêt et qu'il semble frais. Il se demande alors s'il est bien le seul domestique. Arthur prend le grand plateau d'argent et l'amène dans la salle à manger, bien qu'ils ne connaissent pas le chemin. Il se dirige vers une porte qui s'ouvre aussitôt comme par magie. Il traverse d'abord un couloir poussiéreux et comprend que la demeure est abandonnée, voire hantée. Il pénètre ensuite dans un grand salon qui semble endormi, tout le mobilier étant recouvert de draps. Il passe aussi par une grande salle ovale aux hautes fenêtres. Cela lui évoque une salle de bal. Il arrive dans la grande salle à manger, dépose le plateau et dispose les éléments du petit déjeuner sur la large table à la place prévue du maître et des invités. Tout semble prêt.
Arthur est sur le point de se retirer pour demeurer invisible quand il se voit obligé de se cacher derrière un important buffet orné de belles porcelaines. En effet, la bête fait son entrée. Arthur est choqué par l'apparition hideuse du maître des lieux, qui arrive à quatre pattes, s'assoit et attend en émettant de légers grognements. Quelques instants après, apparaît une jeune femme, blonde, vêtue d'une jolie robe rouge rubis. Le monstre l'invite à s'asseoir face à lui et il commence à prendre le petit déjeuner. Cependant, le monstre ne mange pas beaucoup. Il préfère observer l'invité. Puis, il se met à discuter avec elle, qui prétend ne pas avoir peur de lui. Arthur essaie de suivre la conversation, même s'il ne voit pas bien les lèvres des deux protagonistes de loin. Il observe le visage de la jeune fille, de plus en plus mal à l'aise, et là, la bête pose cette question directe. « Chère Charlotte, veux-tu être ma femme ?» Hystérique, l'invité quitte la table, s'enfuit en hurlant et claque la porte. La bête grogne de plus en plus fort lorsque ses parents apparaissent et le grondent. « Édouard, tu brûles les étapes, il est trop tôt pour proposer le mariage. C'est la 32e fille qui t'abandonne. Recommence à travailler, à aimer une femme pour que tu redeviennes un homme. » C'est la reine qui s'est écrié ceci, habillée en fermière en haillons. La bête prend un air soumis, geint et disparaît d'un coup. Arthur attend que la salle à manger soit déserte pour pouvoir partir ailleurs. Durant la journée, Arthur passe son temps à nettoyer et à dépoussiérer les lieux. Il profite aussi pour explorer. Il découvre un grand salon. Ce salon semble avoir été un lieu prestigieux, où la bête a dû recevoir des personnes importantes. Au-dessus de la cheminée se trouve un immense tableau, représentant la famille en tenue royale, dont la partie comportant le portrait du prince a été déchirée. Arthur s'en approche et replace les morceaux de la toile. Il reconstitue le portrait humain de la bête, qui s'avère charmant. Tout à sa surprise, il s'interroge sur la raison de sa métamorphose en monstre. Poursuivant sa tâche de nettoyage, Arthur arrive devant une pièce qui lui est interdite. Il y pénètre malgré tout et découvre une salle bien sombre, avec des bougies partout au sol. Il observe le désordre et les dégâts provoqués par le maître des lieux, comme les griffures sur les murs, les bris de miroirs et de meubles. Il aperçoit au fond d'un placard un parchemin ouvert et presque déchiré. L'extrait est le lit. Il s'agit d'une proposition d'abrogation de la loi sur l'union de deux personnes de même sexe. Arthur comprend que la famille de la bête et la bête elle-même doivent être hostiles à cette forme d'amour. Il remet le parchemin à sa place et dépoussière les meubles cassés quand soudain derrière lui apparaît le monstre qui grogne de colère. Arthur n'entend pas vraiment les bruits puisqu'il est sourd. Mais quand il se retourne enfin, il se retrouve face à face avec la bête. Cette dernière demande d'un ton colérique. « Qui vous permet de pénétrer dans mon appartement personnel ? J'ignorais qu'une personne était présente dans ma demeure. Partez immédiatement, sinon je pourrais vous tuer. » Il est prêt à agriffer le domestique, mais celui-ci recule d'un pas et se défend. « Monsieur, excusez-moi mon insolence, mais je suis votre domestique. Je ne fais que nettoyer votre demeure à la demande de vos parents. Et ceci en contrepartie de l'annulation des dettes de mon père. » Je comprends. Mais présentez-vous à moi. Qui êtes-vous ? D'une voix apeurée et ne parvenant pas à parler fort, Arthur dit faiblement « Je m'appelle Arthur, je suis sourd
j'ai des difficultés pour vous entendre, alors je lis sur vos lèvres, ou plutôt sur vos crocs. Je m'exprime en langue des signes aussi. La bête, peu satisfaite de la présence du domestique dans sa chambre, lui demande de la quitter immédiatement et lui donne rendez-vous au salon une demi-heure plus tard. Arthur sort en courant et craque en versant de nombreuses larmes de peur. Il court vers le salon, s'assoit sur le canapé, couvert d'un drap blanc, et attend le maître des lieux en essayant de sécher ses larmes afin de ne pas montrer à la bête sa sensibilité. Cette dernière entre en ouvrant les portes du salon avec fracas, grognant toujours. Puis elle se rapproche lentement, s'assoit en face d'Arthur et lui pose cette question. « Pourquoi venez-vous nettoyer ma demeure ?» Arthur répond. « Je fais cela pour épargner la mort à mon père qui vous a offensé de sa visite. Il a emprunté par imprudence un de vos livres. Voilà mon seul désir. Je n'ai pas envie de richesse, ni de gloire. » La bête réplique. « Tu peux me tutoyer. Ta réponse est claire et logique. Cela répond bien à ma demande. Mais je ne comprends pas pourquoi mes parents ne font plus les corvées à la maison depuis que je suis une autre personne. » Arthur lui demande gentiment où sont ses parents. La bête répond qu'ils sont à côté de lui. C'est là que le garçon se rend compte que les fermiers sont en fait les parents. Arthur essaie de le rassurer. Vos parents n'ont pas la force de vous regarder en face. Ils sont horrifiés par votre insupportable sort. Comme tout le monde. La bête hurle. Ce n'est pas ma faute si je suis devenue un monstre et mes parents m'abandonnent. Je me sens seule et je n'arrive même pas à séduire ou à aimer les femmes. Arthur répond. Je ne comprends pas pourquoi tu as des problèmes de cœur avec les femmes. Tu es pourtant charmant à l'intérieur. La bête se lance. Ne joue pas à la princesse avec moi, je ne vais pas apprécier la suite. Arthur se rebelle. Personne ne joue à la princesse. Un homme ou un ami a le droit de t'aider. La bête s'excuse et dit. Arthur, pardon, je voulais dire que je souffre de la solitude dans ce château horrible et noir et que je n'arriverai jamais à accomplir ma mission d'aimer une personne. Arthur lui demande. La bête, excuse-moi, quel est ton prénom humain? Édouard. C'est un joli prénom pour un homme charmant. Je me permets de te confier une vérité. Moi aussi, je me sens souvent seule depuis la mort de ma mère. Mon père et ma fratrie ne semblent pas s'intéresser à moi. Ils préfèrent m'abandonner parce que je suis sourd. Mais ce n'est pas tout. Personne ne connaît le choix de vie que j'ai fait. Donner mon cœur à une personne de même sexe. Édouard grogne et Arthur le coupe. Je sais que tu es opposé à cette idée, et même que tu la rejettes. Si tu souhaites te débarrasser d'une personne de ce genre, je suis prêt à me sacrifier. Mais je voulais juste te faire comprendre que nous sommes dans une situation similaire concernant nos parents. Édouard reste silencieux quelques instants et reprend la parole. Arthur, tu m'as convaincu. Je dois assumer ce que j'ai subi. Mais puis-je te demander un service, puisque tu es domestique? Oui, à ton service, je t'écoute. Arthur, s'il te plaît, aide-moi à me faire aimer une femme. Arthur répond sans réfléchir. Demande accordée. J'accepte de t'aider à ouvrir ton cœur à une femme, à condition que tu me libères si je remplis ma mission. Édouard réfléchit et répond. Arthur, ton idée me plaît bien. Quand tu auras terminé, je te libérerai pour que tu rejoignes ta famille. Arthur accepte et dit, alors, commençons notre travail.
Il lui demande de se lever et d'écouter. « Édouard, je te donne un conseil. Tiens-toi bien debout. Tu marches à 4 pattes. Mais une femme n'assumera jamais d'épouser un être à 4 pattes. Tu me comprends ?» Édouard acquiesce par des ronronnements de chat. Quelques mois passent, l'hiver est parti. La neige a quitté le château qui commence à être éclairé par des rayons de soleil pour la première fois depuis le début de la malédiction. Arthur apprend à Édouard à lire des livres, à manger avec des couverts, à marcher comme un homme. Un jour, Édouard pose cette question à Arthur. « Permets-moi de te demander si tu as pris quelques leçons de danse. » Celui-ci répond qu'effectivement, grâce à sa défunte mère, il a été instruit dans sa jeunesse et connaît plusieurs pas de danse. En particulier, la valse. Édouard, pour la première fois, sourit largement, puis il formule une autre demande. « Accepterais-tu de dîner avec moi ce soir ?» Arthur dit « Ce que tu me demandes me touche au plus profond de moi-même. J'ai envie de dire oui, mais tes parents vont s'y opposer. » Édouard insiste. « Mais non, voilà ce que je te suggère pour passer inaperçu à cette soirée. Tu t'habilles en femme avec une belle robe et une parure fournie. En plus, cela me fera exercice pour un rendez-vous avec une femme. » Arthur accepte la proposition et dit « J'accepte pour te combler de joie. » Le soir, Arthur s'habille en robe dorée, met une perruque de longs cheveux bruns, coiffée d'un diadème doré orné d'éclats de diamants. Il enfile une parure de princesse, il va descendre par le grand escalier pour la première fois en tant qu'invité officiel d'Édouard ce soir. Il s'apprête à descendre, l'aperçoit de l'autre côté de l'escalier, lui-même vêtu d'un beau costume malgré sa taille de géant. Ce dernier est troublé par la beauté de la robe d'Arthur. Tous les deux descendent au même rythme et ils s'arrêtent au palier central, puis se saluent par des révérences d'autrefois. Édouard escorte Arthur qu'il tient par le bras jusqu'au bas de l'escalier, l'accompagne vers la salle à manger et le prie galamment de s'asseoir en reculant le fauteuil afin qu'il s'asseye comme une invitée. Il retourne à sa place, s'assoit comme un homme et s'écrie « Arthur, tu m'impressionnes. Tu as réussi à te métamorphoser en femme. Tu es ravissant. Je ne sais pas si je peux apprécier ta compagnie pour du vrai. » Arthur esquisse un sourire et répond gentiment « Édouard, tes mots me touchent. Ils montrent que tu sais dire des mots doux et agréables à entendre aux jeunes filles. » Édouard acquiesce et dit « Le service est prêt, nous pouvons dîner. » Il prend la fourchette et semble bondir sur l'assiette, mais il s'arrête, pose sa fourchette et déplace sa main droite vers son verre qu'il lève en direction d'Arthur et s'exclame « Santé !»